envie aujourd'hui d'entrer en dialogue avec Hervé Letellier, auteur de Anomalie, roman qui a été publié en France en août 2020 et qui a obtenu en novembre 2020 le prix Goncourt. La traduction roumaine, d'ailleurs une très belle traduction roumaine signée par Madalina Ghiu, vient d'entrer dans les librairies roumaines. C'est un livre, Anomalie, c'est un livre qui est publié dans la collection Anansi World Fiction par la maison d'édition Pandora M. Bonjour, Hervé Letellier, bienvenue. Et merci d'avoir accepté d'entrer virtuellement et de participer virtuellement à Elephant Fest. Merci à vous de m'accueillir. Vous avez publié jusqu'à maintenant plus de 25 livres, des romans, des essais, de la poésie, du théâtre, un super roman autobiographique aussi que je dois rappeler ici. Votre écriture est très riche, elle est captivante, elle est pleine d'humour et elle est vraie comme un couteau qui tranche et qui aide à délivrer ce genre de sentiment d'isolement qui nous tient prisonniers dans notre propre silence. Après 5 mois de la décernation du prix Goncourt, vous êtes déjà un écrivain très bien installé dans son écriture. Donc, qu'est-ce que ce prix Goncourt a signifié pour vous comme écrivain? Alors, d'abord, c'est un prix Goncourt un petit peu spécial dans le sens où sa remise elle-même a été curieuse à cause du confinement. Il a bénéficié à la fois d'une plus grande visibilité médiatique parce qu'il a été reporté de 1 mois par rapport à sa remise habituelle qui est en début novembre. Il a été remis fin novembre, début décembre. Donc sa visibilité a bizarrement été accrue par ce décalage. Et le deuxième phénomène, c'est aussi que c'est un Goncourt qui s'est beaucoup vendu à cause peut-être aussi du confinement, à cause du fait que les gens se sont précipités dans les librairies. Ce que moi, ça m'a apporté, pour l'instant, c'est en devenir, c'est-à-dire que ce qu'apporte en général la visibilité d'un prix, c'est une visibilité individuelle. Or, ce qui se passe, c'est que le confinement, justement, les masques, l'absence de vie sociale, fait que tout ceci est décalé. Donc, ce qui se passe, c'est pour mes livres antérieurs. Tous les livres antérieurs ressortent. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai beaucoup de livres qui ont connu un succès forcément inférieur à celui du Goncourt, très forcément inférieur. Et Toutes les familles heureuses, par exemple, que vous avez mentionné, viennent de ressortir. Donc, ce que ça m'a apporté, je dirais, majoritairement, c'est une plus grande visibilité des livres qui avaient été autrefois publiés et parfois, d'ailleurs, qui n'existaient plus et qui ressortent. Et ensuite, peut-être aussi une visibilité à l'étranger plus importante. J'étais traduit jusqu'à présent dans une dizaine de pays. D'ailleurs, je crois que je n'avais jamais eu de livre traduit en roumain. J'avais failli avoir un livre traduit en roumain il y a une dizaine d'années qui s'appelait La Chapelle Sextine, mais ça n'a pas été finalement optionné. Et le premier livre roumain paru, c'est donc l'Anomalie. Donc là, je passe d'un niveau d'une dizaine de pays où j'étais présent à une quarantaine. C'est énorme pour moi, c'est-à-dire que, évidemment, le livre est traduit du japonais à l'indonésien, en passant par le lituanien, en passant par le catalan, ce qui pour moi est une nouveauté absolue. C'est un très beau succès qui mérite pleinement d'ailleurs. Pour moi, en tant qu'éditeur, le titre d'un livre est très important parce que c'est la première accroche, la première présentation. À la base du titre, je fais relier le public avec le livre à venir. L'Anomalie, c'est un titre qui est mystérieux, qui est cryptique, qui est en même temps très incitante. Je ne veux pas m'arrêter de penser, par exemple, à d'autres titres qui sont formidables de vos livres,
toutes les familles heureuses que vous avez évoquées, Assez parler d'amour ou Electrico, W. Et pratiquement tous les titres sont des titres clés. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant qu'auteur, un titre? Et quelle est la relation avec ce travail nommé un livre? Alors, moi, j'avais choisi le titre, pour commencer, le titre de l'anomalie, je l'avais choisi dans un second temps. J'avais une autre idée de titre au début, qui ne m'a pas paru être un bon titre avec le développement de l'intrigue et avec l'approfondissement du travail que je faisais sur les personnages. Et l'anomalie m'est apparu comme étant un titre évident. Ce qui est vrai, c'est que si le livre n'avait pas marché, j'aurais pensé que c'était un mauvais titre. C'est-à-dire que c'est un titre plat. C'est un titre, bizarrement, qui n'est pas très... comment dire? C'est pas un titre très stimulant. C'est un titre un peu vraiment banal. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec son succès, ça devient un très bon titre. D'abord parce que dans la littérature de la rentrée littéraire de 2020, il était très différent de tous les autres livres. Donc c'était une idée aussi de différence avec ce qu'il a existé dans la littérature française au moment où il sortait. Et puis, je pensais qu'il correspondait aussi à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire l'anomalie en mathématiques, c'est une rupture dans la continuité. C'est-à-dire le monde est quelque chose de continu et à un moment donné, dans la narration et ici, y compris la temporalité, il y a un phénomène de décalage. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit qui est ici, la courbe s'interrompt et reprend à un endroit qui est là. Et en mathématiques, ça s'appelle une anomalie. En physique aussi. Et c'est aussi le bug, l'anomalie. Classiquement, c'est ce qui se passe dans un programme informatique lorsqu'il se produit une boucle ou lorsque un résultat entraîne un crash de l'ordinateur parce qu'il provoque en interne, dans le programme, des contradictions qui font que le programme s'interrompt. Donc l'anomalie, c'était à la fois une notion littéraire, parce que du strict point de vue de sa description, lorsqu'on doit décrire le livre, il est anormal du strict point de vue de sa construction. Ensuite, c'était un rapport avec les mathématiques et l'informatique. Les titres, de manière générale, pour moi en tout cas, ne doivent pas être trop explicites et en même temps, il est difficile d'avoir un titre totalement en décalage avec ce dont parle le livre. Donc l'anomalie me paraissait, avec le recul, un très bon titre. Mais j'ai des livres qui sont, par exemple, très difficiles à traduire parce qu'ils sont basés sur un jeu de mots ou basés sur une situation linguistique un peu spéciale. Je pense à un livre qui s'appelle en français « Joconde jusqu'à 100 », qui est intraduisible dans aucune langue, puisque la Joconde ne ressemble dans aucune langue au verbe « joconde ». Enfin, c'est pas possible. Donc, il y a des livres comme ça que je ne peux pas avoir en traduction sous le titre originel. Idem pour un livre qui s'appelle « Je m'attache très facilement », qui est un livre qui prend un extrait d'une citation de Romain Gary, mais que j'utilise d'une manière un petit peu décalée par rapport à l'idée des ceintures de sécurité. Donc, il y a une difficulté à ce que les livres, parfois en français ou dans n'importe quelle langue, soient traduisibles de manière évidente. Par exemple, un livre de Salinger qui s'appelle The Catcher in the Rye, qui n'est plus un très très beau livre. The Catcher in the Rye, on ne peut pas comprendre en français si on ne joue pas au baseball, donc il est traduit en français par autre chose, l'attrape-cœur. Et c'est dommage parce que c'est un beaucoup plus beau titre en anglais. Mais c'est le cas, je pense, de beaucoup de livres où on a l'auteur travaille dans sa propre langue, fait des choix, et ces choix, parfois, sont des choix intraduisibles. Il se trouve que l'anomalie a cet avantage d'être un mot, et ce mot est un mot simple. Mais il se trouve qu'en français, ce mot, par exemple, est un mot plat, qui n'est pas un mot qui contient la moindre dose de négativité. C'est une anomalie, c'est pas grave.
Mais il y a des langues comme l'arabe, par exemple, où le mot anomalie n'existe pas, où l'anomalie est un dérèglement, était forcément quelque chose de négatif, parce que l'ordonnation du monde est différente dans certaines langues, dans certaines cultures, et donc le mot anomalie est parfois difficile à traduire. Si on traduit le mot anomalie par exemple, quelque chose qui fait penser à comment dire, une divergence, c'est pas tout à fait la même chose. Si on le traduit par quelque chose qui va faire penser à une perversion, c'est pas non plus possible. Donc le Oui. mot anomalie a un sens en français qu'il n'a pas ailleurs. Donc c'est un problème, c'est un gros problème les titres de manière générale pour les traducteurs et pour les éditeurs d'ailleurs. Je pense que vous connaissez la question. Oui, oui, c'est vrai. C'est heureusement que nous, on fait partie, le roumain fait partie des langues qui peuvent Oui, oui, oui. Nous avons des langues conserver très proches. sans changer, oui, oui. Ah oui, nous avons des langues proches, mais traduire en anglais, par exemple, parfois certains titres, c'est très difficile. Mm. Pour pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de ce roman qui m'a tellement passionnée, je propose qu'on raconte un petit peu l'action. Donc, on est en 2021. Un avion de Air France part de Paris et arrive à New York. Ça, on est en mars 2021. En juin 2021, le même avion, avec le même équipage, avec les mêmes passagers, atterrit à New York. Donc voilà d'une manière anecdotique le sujet de l'anomalie. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est certainement une anomalie qui vient de déchirer la routine, qui défie la normalité. En fait, je pense à cette auteure américaine, Nassim Nicholas Taleb, l'auteur de Black Swan, qui aurait dit, mais tiens, on a fait ici un signe noir, c'est-à-dire c'est ce genre d'événement imprévu qui change l'ordre des choses, qui nous fait regarder d'une autre manière les choses. Maintenant, si le roman était apparu en automne 2021, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une métaphore pour une autre anomalie que nous vivons nous tous, et qui est la pandémie. Pourtant, le roman est paru en 2020, donc avant, il avait été écrit et il est paru en 2020. Dans ce cas-là, on peut supposer le plus qu'il s'agit d'une sorte de prémonition. S'agit-il d'une science fiction qui saute des pages du roman et qui entre dans la réalité, qui la force et qui la remodèle, qui la redesign? Après tout, après le XVIIIe siècle jusqu'aux neurosciences d'aujourd'hui, on a été habitué à accepter le fait que la réalité est une construction, même voire une reconstruction rationnelle de la raison humaine. Il y a même un personnage dans votre roman qui soutient cette idée. Et puis, c'était Kant le premier qui a dit que l'imagination, c'est elle qui rend intelligible la réalité. Maintenant, en revenant à la littérature, quel est selon vous le rôle que l'imagination joue entre la fiction et la réalité? Moi, je crois que d'abord, ce livre, effectivement, il a été écrit longtemps avant la pandémie et j'ai rajouté le mot de confinement et le dialogue de Macron a été modifié après coup, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais des corrections à faire, à partir de mars, donc j'ai pu introduire des choses qui appartenaient à la réalité dans laquelle nous rentrions, qui était celle d'un confinement et d'une année extrêmement bizarre qui s'annonçait et dont je dois avouer que, comme tous les Français et peut-être comme le monde entier, je n'avais pas conscience que ça allait durer pendant un an et demi. Je pensais que ça allait durer quelques mois et pas plus que ça. Moi, j'ai l'impression que d'abord, ce livre est un livre qui est une expérience de pensée plus qu'une œuvre de science-fiction, c'est-à-dire quelque chose un texte qui propose un regard sur le monde différent de celui que proposent beaucoup de romans, dans le sens où il questionne la nature même du réel. Mais j'avais envie de voir un roman qui parle de cette idée d'une forme qu'on peut appeler de science-fiction, mais de fantastique, mais
mais qui disent à quel point finalement les romanciers créent des univers et que cette création d'univers ressemble considérablement à la proposition même du roman elle-même. C'est-à-dire que quelle est la différence entre un personnage inventé et un lecteur qui sera lui-même virtuel? Et donc ça précipitait le lecteur dans une situation de lecture où il était lui-même peut-être le personnage d'un livre beaucoup plus ample dans lequel nous étions tous et qui était le roman de notre civilisation, qui était un roman peut-être d'une civilisation en perdition, peut-être d'une civilisation en rédemption, selon le caractère optimiste ou pessimiste de chacun. Et en tout cas, cette idée qui était, à mon avis, celle qui a fini par émerger dans l'Anomalie, était l'idée d'un roman monde et d'un roman planétaire dans lequel la proposition de pensée essentielle était quelle est la nature même du monde. Alors, je pense que certains écrivains sont visionnaires dans le sens où ils perçoivent de manière assez symptomatique et par des éléments relativement faibles des tendances générales du monde. Je pense en particulier dans les écrivains français contemporains à Houellebecq. Houellebecq, il a cette capacité, même si on peut être en désaccord avec lui, mais à mettre le doigt sur des basculements sociétaux qui peuvent être des questionnements. Même si on n'est pas d'accord avec lui, un livre comme par exemple Soumission, qui pose la question de la place des religions dans la société moderne, et donc du conflit entre finalement le laïque et le sacré, bah, c'est une question qui est très intéressante à observer. Lorsque dans un roman antérieur qui s'appelle Les particules élémentaires, pour reprendre toujours Houellebecq, il parle de la manière dont les rapports sexuels se sont transformés pour devenir un marché. Il n'a pas encore anticipé d'ailleurs dans ce roman la manière que vont prendre les réseaux sociaux dans l'établissement de ce marché du sexe, mais il anticipe quelque chose qui va se produire. Donc il y a toujours cette idée-là. Dans l'Anomalie, moi je voulais plutôt faire une photographie du monde en dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui permette sur 3 mois de voir l'évolution des individus et de voir sur le moyen long terme quelle est l'évolution du monde et comment est-ce que les individus se préparent à cette évolution-là. Mais la question de l'écrivain visionnaire me semble assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'écrivains dont la relecture ultérieure montre à quel point ils ont été visionnaires. Par exemple, Flaubert avec Madame Bovary pose déjà la question de l'émancipation féminine d'une manière très différente de celle qu'on peut imaginer plus tard, mais de Flaubert à Beauvoir, il y a un pont qui est un pont intéressant à observer, même s'il y a entre les deux près d'un siècle de décalage. Et on peut anticiper ainsi, on peut ainsi remonter à d'autres auteurs, Diderot avec le neveu de Rameau sur la question. Enfin, on peut multiplier les exemples d'écrivains qui posent des problèmes qui vont trouver une solution politique plus tard, parce que la société est déjà visible pour eux dans toutes ses contradictions et que les politiques ou les mouvements sociaux vont trouver des réponses ultérieurement. C'est même poser un problème avant qu'elle soit posée réellement ou socialement aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'un problème, finalement, un problème n'existe que lorsque la société s'en empare. Pour prendre le réchauffement climatique, par exemple, le problème existe depuis 50 ans. Mais il ne va vraiment exister comme un véritable problème politique et social, et il ne commence à exister comme un véritable politique et social qu'à partir du moment où une conscientisation générale de la société fait que ça devient quelque chose de très important. Et on peut multiplier des exemples comme ça de livres qui posent le doigt sur un problème dont encore personne dont personne ne s'est encore emparé au niveau politique et social. Et alors je n'irai pas jusqu'à dire que Flaubert que Madame Bovary annonce le deuxième sexe, mais tout de même, il y a quelque chose comme ça dans la nature même du livre. Et lorsque Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, il pose la question de la lutte des femmes d'une manière à la fois émancipatrice et collective, en disant que ce n'est pas uniquement un problème féminin, mais un problème de société. Finalement, pour qu'un problème soit visible et pour qu'un problème ne devienne pas, ne tue
pas, il faut qu'on l'énonce, qu'on Oui, la dise. Qu'on la dise. ça. Il y a pas de... Les problèmes existent véritablement dès qu'une formulation du problème existe. Un peu comme d'ailleurs en langue, de manière générale dans le langage, les choses n'existent que lorsqu'ils existent dans la langue. Saussure qui disait que on aura peur du loup tant qu'on n'aura pas inventé le mot chien. Enfin, cette idée que le mot chien est nécessaire pour que la peur de certains loups disparaisse. Il faut que les mots existent pour qu'ils s'imprègnent d'un sens, et tant que les mots ne sont pas dans la langue, ils ne sont pas dans la pensée non plus. La langue est directement créatrice de pensée. Vous faites partie de Oulipo, ouvroir de la littérature potentielle. Les noms les plus connus, les lecteurs roumains connaissent certainement, c'est Raymond Queneau, Georges Perec, Italo Calvino. De nos jours, vous êtes même le président de Oulipo. Alors, c'est un groupe expérimental international de littérature formé par des écrivains et mathématiciens qui se proposent d'écrire des textes à partir des contraintes qu'ils se donnent, des contraintes volontaires. Quelles sont les contraintes que vous vous êtes posées dès le début de ce roman, L'Anomalie? Alors, le groupe Oulipo, effectivement, se pose des contraintes. Souvent, les contraintes sont très, très dures. Par exemple, Georges Perec écrit un livre se privant de la lettre E. La disparition. Je pense que ce livre est traduit en roumain, mais je suis... Oui, la disparition. Voilà, il me semble qu'il l'est. La disparition, voilà. Alors, ça, c'est une contrainte extrêmement dure parce que c'est une contrainte qui est une contrainte de langue et qui s'applique sur tout le roman. C'est-à-dire que si on veut réécrire l'anomalie sans la lettre E, c'est une gageure. Il faut tout penser autrement et peut-être qu'on peut le raconter la même histoire, mais ça va prendre du temps. Parfois, la structure est différente. C'est-à-dire que, par exemple, dans un autre livre anolipien qui est « 6 par une nuit l'hiver un voyageur », dans « 6 par une nuit l'hiver un voyageur », la contrainte porte sur la structure elle-même avec ses rapports entre le lecteur, la lectrice, le livre qui est dans le livre qui est compris dans le livre qui est dans le livre, enfin, toute une série finalement d'emboîtements, de poupées gigognes qui font que le livre devient d'une complexité infinie, avec en plus un jeu sur les genres. Et on peut multiplier les exemples comme ça de livres un peu complexes de Oulipo. L'anomalie est moins complexe, c'est-à-dire que je l'ai conçu comme un roman dans lequel, c'est vrai, il y a une structure très forte. J'ai souhaité que la première partie soit un jeu avec les genres littéraires, c'est-à-dire avec ce qui constitue au niveau thématique et au niveau stylistique le jeu littéraire. Et j'ai identifié 7 ou 8 genres qui vont du roman blanc, entre guillemets, c'est-à-dire le roman Jean Kelevitch, le roman kundérien, voilà, en passant par le roman noir, c'est-à-dire le roman vraiment policier, polar, le roman qu'on appelle chick lit, la littérature pour dames américaine, qui a d'ailleurs de très grandes réussites, qui ne doit pas être uniquement négligée et traitée par le mépris. Il y a vraiment des réussites. Et pour moi, par exemple, la chick lit, c'était ce roman d'amour entre ces deux personnages de mathématiciens, Adrian et Meredith, qui veulent tout le temps se rencontrer et coucher ensemble, mais qui n'y arrivent jamais. Une sorte de comédie romantique à l'anglaise, une sorte de 4 mariages à l'enterrement, une sorte de film romantique dans lequel la réussite amoureuse est toujours repoussée. Et puis, il y avait un roman d'espionnage, et puis il y avait un roman de science-fiction, et puis il y avait, etc. Et tout c'est un roman d'introspection. Et tous ces romans devaient se combiner entre eux avec des logiques qui faisaient que chaque chapitre était consacré à un type de genre et à un type de personnage. Et en fait, c'était inversé, c'est-à-dire que la contrainte des personnages et des genres venait d'une autre contrainte bien antérieure, qui était la question du traitement de la question de la confrontation à soi-même, et donc de la question de la confrontation au double. Et j'avais identifié pour la confrontation au double 8 situations qui me paraissaient emblématiques et qui allaient
de l'extrême qui était l'assassinat de l'autre jusqu'à l'autre extrême altruiste qui est son propre sacrifice pour laisser les autres vivre. Et entre les deux, il y avait toute une série d'autres options, de l'indifférence au conflit, à la négociation, à la coopération, et qui me permettaient de traiter 8 personnages différents. Et ces 8 personnages, je leur ai donné ensuite des caractéristiques physiques et je leur ai associé des genres. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est la contrainte en 3 parties. Une partie d'exposition, une partie d'explication, une partie de confrontation, qui est très identifiée et très identifiable. Et puis, il y a également ce qu'on peut appeler dedans des œufs de Pâques, ce qu'on appelle ce qu'on appelle depuis Bakhtin de l'intertextualité, donc des choses qui sont références à d'autres livres dans le livre, mais qui sont parfaitement invisibles si on ne veut pas les voir. Ça m'est égal qu'on ne voit pas le début d'Anna Karénine, un début de chapitre. Ça m'est égal qu'on ne voit pas un bout d'Aurélien, de Aragon dans un autre chapitre. Ça m'est égal qu'on ne voit pas un bout de Boris Vian quelque part, etc., etc. Et il y a comme ça une quinzaine ou une vingtaine d'extraits qui sont décalés, décalqués, déplacés et qui sont invisibles. Donc ça, c'est une petite contrainte. Et puis la dernière, c'est une contrainte qui, elle, est élémentaire, qui est que certains des chapitres sont décalés des livres qui étaient dans ma bibliothèque et qui correspondaient à certains des genres. Et donc, je les ai décalés, mais de manière extrêmement distante, au point que ce n'est pas très grave qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on peut appeler à l'Oulipo des contraintes molles. C'est-à-dire pas des contraintes qui vont avoir une influence sur l'écriture elle-même, parce que ça ne modifiera pas une phrase en tant que telle. Ça ne va pas, par exemple, comme la disparition, me contraindre à supprimer un E. Ça ne va pas me contraindre à glisser des alexandrins volontairement. Mais par contre, ça structure le livre, ça ordonnance le récit, ça le fait tournoyer sur lui-même avec des logiques très fortes, comme par exemple le personnage de Blake, qui pour moi est un fil noir tendu, et le fil de Victor Misol, qui est le personnage de l'écrivain, n'est pas un fil noir et dur tendu, mais plutôt un fil blanc qui va tournoyer autour du roman et qui va finalement constituer au bout d'un moment comment dire, le lien principal avec le lecteur. Alors que Blake, lui, n'interagit avec personne. Donc, ces structures sont des structures que moi j'ai appelées de tresses, de Scooby-Doo, qui constituent la trame du roman, c'est le principal élément oulipien. Sinon, c'est ce qu'on appelle à l'Oulipo de l'Oulipo light, un peu comme il y a des sodas light. Il n'y a pas un oulipisme tellement fort qu'il crée le livre lui-même. Le livre n'est pas créé par la contrainte s'applique sur le livre, mais elle ne crée pas le livre. Alors que dans La disparition ou dans Les Revenantes, le livre est créé par la contrainte, vraiment. On ne peut pas écrire une phrase sans que la contrainte s'applique sur chacun des mots de la phrase. Donc ça change tout quand même. Ces 2 personnages que vous avez évoqués, Blake et l'écrivain, sont enfin, les plus, je ne sais pas si les plus forts, mais dans toute cette typologie mystérieuse, sont de toute façon les personnages que moi j'ai aimé le plus. Parce que cette typologie essaye de mettre l'ordre dans une situation logiquement impossible et inacceptable de toute façon. La confrontation physique de moi avec moi, la situation hypothétique dans laquelle moi je me trouve en face d'un autre moi-même identique du point de vue génétique et tout ça. Je peux m'imaginer irrépétable et infini, mais imaginer que je sois devant moi, ça c'est une sorte d'impossibilité. Plus on la pense, plus on réalise le trick que vous avez joué au lecteur. Et en fait, en plus, ce n'est pas seulement le lecteur qui entre dans ce jeu, mais vous vous êtes prêté vous-même aussi au jeu, parce que l'écrivain à l'intérieur du livre, Victor Misol, écrit un livre, Anomalie, donc ça peut être facilement pensé comme un sort de alter ego de vous. D'ailleurs, le thème du double, du dédoublement, n'est pas pour la première fois dans la littérature.
Parlez-vous de la manière dont vous l'avez senti approcher et pourquoi ça vous a tenté? Oui, tout à l'heure, quand je disais que j'ai changé de titre, le premier titre, c'était l'incident de Dostoïevski. Parce qu'évidemment, on pense toujours au double, enfin, au petit roman, enfin, petit, c'est Dostoïevski quand même, mais enfin, au roman de Dostoïevski, le double, dans lequel l'idée de confrontation à soi est déjà présente. Mais dans Dostoïevski, le personnage euh, est confronté à quelqu'un dont il trouve qu'il lui ressemble, mais il est le seul à penser ça, parce qu'autour de lui, les gens ne trouvent pas qu'il ressemble tellement à ce personnage. Moi, ce qui m'intéressait dans l'idée du double, c'était pas seulement vraiment le double de soi, c'était soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'on était confronté à quelqu'un qui était nous-mêmes et qui avait notre mémoire, nos souvenirs, nos affections, notre vie, à 3 mois près, et que ces 3 mois faisaient que nous étions transformés par ces 3 mois de vie autonome qui fait que nous étions à la fois nous-mêmes sans être nous-mêmes. Certains sont plus eux-mêmes, évidemment, que d'autres, mais ces 3 mois devaient jouer un rôle important dans la narration pour montrer notre déplacement. Vous avez trouvé que les deux personnages qui étaient, pour moi, le noir et le blanc, c'est-à-dire le noir qui est Blake et le blanc qui est Miseul, euh, étaient ceux qui structuraient le livre. Moi, je trouve que les plus attachants, ça peut être Johanna, par exemple, qui est le personnage de l'avocate, qui est confrontée à un choix dramatique, parce qu'elle ne peut pas rivaliser avec sa rivale, son double, parce que sa rivale a un avantage crucial sur elle qui fait qu'elle est enceinte et que donc, par rapport à l'amour qu'elle ressent qu'elles ressentent toutes les deux pour la même personne, euh, il y a un enfant en plus en jeu qui fait que l'une des Johanna est confrontée à quelque chose d'horrible, qui est de devoir quitter un homme qu'il aime et qu'elle aime. Enfin, donc, c'est une des situations les plus, à mon avis, tragiques dans le livre. Et j'ai essayé de ne pas trop le résumer et je l'ai fait en 3 lettres, ce qui est aussi une manière de traiter le roman épistolaire dans le livre de manière courte, parce que je voulais traiter aussi toutes les formes du roman dans le livre. Donc on voit parfois qu'il y a du journalisme aussi, on voit qu'il y a de l'encyclopédisme, on voit qu'il y a des manières d'aborder les questions qui passent aussi par les personnages. Et l'autre personnage qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le personnage d'André, parce que André est un homme vieillissant qui a mon âge en gros et qui est confronté à quelque chose qui est neuf pour lui, qui est la cruauté d'un regard sur soi sans aucun filtre. C'est-à-dire que souvent, on a une tendance à s'amadouer, à s'apprivoiser. Et pour la première fois, André se regarde tel qu'il est. Il ne peut plus douter. Il peut pas. Je ne sais pas comment sont comment sont les autres, mais moi, je pense tous les jours que j'ai 10 ans de moins de ce que j'ai. Et donc, je ne me vis pas du tout à mon âge. Je suis toujours avec 10 ans de retard. Et je vois d'ailleurs les autres, enfin, quand je regarde quelqu'un de mon âge, il a 10 ans de moins. C'est-à-dire que toute personne qui a 52 ans, 53 ans, je pense qu'il a mon âge. Et je me dis donc que la personne qui, si elle réfléchit comme moi et qui me regarde moi, ben, elle se vit comme si elle avait, par exemple, 44 ans, donc 10 ans de moins qu'elle-même, et qu'elle me regarde comme si j'avais 20 ans de plus. Donc en fait, il se regarde comme s'il avait 20 ans de plus, alors qu'il n'a que quelques années que quelques mois de différence. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce personnage, qui est un personnage d'homme vieillissant, confronté à un regard sur lui-même. Et ça l'emmène à finalement être beaucoup plus doux vis-à-vis de son propre destin que tous les autres. Il est arrivé à une sorte de cheminement dans sa vie où il peut collaborer, où il peut même aller au-delà de la collaboration et jusqu'à aller donner des conseils à son rival, qui n'est pas donc son rival, parce qu'il est arrivé à un niveau de sa vie où il n'y a plus de rivalité, on peut considérer que les choses se passent autrement. Alors que pour Johanna, qui est toute jeune et qui est au début de sa vie, elle perd énormément, elle a tout à perdre, alors que lui, finalement, a déjà beaucoup vécu. Donc ce sont les personnages étaient tous confrontés à des situations différentes et c'était vraiment ça qui m'intéressait à traiter, c'était de voir ce que ça pouvait donner, d'imaginer le réel pour chacun des lecteurs possibles
de la confrontation à soi. Une des choses qui m'a fait très plaisir, par exemple, dans la réception du livre, c'est la manière dont il était lu par toutes les générations. C'est-à-dire que des jeunes gens pouvaient lire ce livre comme des gens qui avaient mon âge ou des gens plus âgés encore, et qui tous trouvaient quelque chose qui leur parlait. Et ça, j'ai été étonné de ça. Je pensais que c'était possible, mais je ne pensais pas avoir fait un livre aussi, entre guillemets, transgénérationnel, qui puisse être aussi bien lu par l'homme, par un fils, un père et un petit-fils ou un grand-père. Donc, je trouvais ça intéressant. Comme il y a plusieurs facettes, on se projette facilement dans différents personnages. Pour moi, Johanna, c'est une vérité incontournable. Le fait que l'amour, on ne peut pas le partager, même pas avec soi-même. Par contre, le Victor Miesel, que je vous ai bien dit que j'ai aimé ce personnage, c'est le symbole de la dénégation, de quelque sorte. Il y a une chose qui est très, très, très belle dans le roman. Donc, on a cet auteur, Victor Miesel, de March, qui voyage à New York et qui rentre à Paris. Après ce qu'il rentre, il écrit un livre, il commence et il termine le livre. Après ce roman, un roman qui s'appelle d'ailleurs Anomalie. Après ce roman, il se suicide. Par contre, Victor Miesel de Juin, il jouit de tout le succès de ce roman. Donc, il le trouve, il le voit, mais il n'arrive plus à comprendre ni pourquoi il s'était suicidé, ni quand et comment il avait pu écrire ce roman. Oui. Ça me semblait très, très, très beau, cette situation. Et j'avais pensé à vous, comment est-ce que vous réalisez vos livres? Est-ce que vous avez jamais l'impression que vous ne reconnaissez pas ou que vous ne reconnaissez plus ce que vous avez écrit dans vos livres? Ça arrive, je pense qu'à tous les auteurs, ça arrive. C'est-à-dire, on a une tendance à être la somme de ses livres, c'est-à-dire à regarder, je ne sais pas comment se comportent les autres auteurs. Il y a deux options, par exemple. Est-ce qu'on met ses propres livres dans sa bibliothèque? Est-ce qu'on se trouve, par exemple, ce que je m'appelle Letellier, est-ce que je me trouve entre Le Clésio et Marc Lévy, par exemple? Vous voyez, pour prendre deux exemples. Est-ce que je suis là dans la bibliothèque ou est-ce que je prends mes livres, est-ce que je les mets ailleurs? Alors, pour ma part, j'ai décidé de les mettre ailleurs parce que je trouvais ça bizarre de mettre une rangée complète de mes livres au milieu des autres. Et donc, mes livres occupent une part à part, une place à part. Mais lorsque je les regarde avec le recul, j'ai parfois un certain étonnement, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, des livres qui ont 20 ans, je les regarde avec surprise. Et comme je suis assez bon public, parfois je m'étonne, je me félicite moi-même d'avoir écrit telle ou telle chose. C'est pas très honorable hein, d'être fier de soi, mais parfois on relit des livres antérieurs, d'il y a 15 ou 20 ans, on se dit « Ah, c'est pas si mal ». Et donc, je pense que tous les auteurs ont cette distance qui font qu'au bout d'un moment, ils se relisent avec un peu de surprise. Donc, il y a un peu ça chez Victor Miesel. Et en plus, il y a quelque chose chez Victor Miesel qui est intéressant, c'est que celui de Juin, effectivement, il découvre un livre dont il n'est pas l'auteur, puisque c'est par définition un livre qui a été écrit dans une période où il n'est pas là, puisque la période de mars à juin, pour lui, elle n'existe pas. Donc cette période où a été écrit ce livre, ce n'est pas la sienne, mais il se retrouve quand même. C'est-à-dire qu'il y a des formules à l'intérieur où il peut se retrouver. D'ailleurs, son éditrice lui dit « Ah, tu vois, ça c'est bien toi ». Et donc, il est confronté à une sorte de surprise qui est celle, je crois, naturelle de tous les auteurs. Ce qui en fait pour moi un personnage assez attachant, c'est qu'il acquiert avec cette résurrection inattendue une distance encore supérieure à celle qu'il avait auparavant avec la littérature. C'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien quel livre écrire. Et d'ailleurs, on peut se demander à la fin si le livre qu'on est en train de lire n'est pas le livre qu'aurait finalement écrit Victor Miesel sur son aventure. Et donc, si l'anomalie entre guillemets publiée chez Gallimard n'est pas le vrai livre qu'aurait écrit le dernier Victor Miesel, alors que l'autre Victor Miesel a écrit son Anomalie aux éditions, je crois, de l'Oranger. Voilà, qui n'existe pas, j'ai bien vérifié pour ne pas donner un nom
réel à une maison d'édition. Je ne crois pas qu'il y ait d'édition de l'Oranger. Et donc, ces deux Miseulles sont pour moi deux personnages très différents. En fait, il y a trois Miseulles. Un Miseule d'avant, un Miseule désespéré et qui représente finalement la création de l'anomalie. C'est-à-dire qu'il se passe une anomalie matérielle dans le monde et elle donne naissance à un écrivain qui est différent de l'écrivain qu'il était avant et qui n'existera plus dans l'écrivain qu'il sera après. Donc, il y a trois Miseulles. Et individuellement, personnellement, je me sens assez proche du troisième, surtout maintenant, plutôt que du premier. Je pense que si le livre n'avait pas connu ce succès, je me sentirais assez proche du premier, mais bizarrement, il y a une sorte d'ironie dans le succès de l'anomalie qui fait que je me sens assez proche du troisième Victor Miseule, celui qui a connu le succès avec un livre qu'il n'a pas écrit. Heureusement, un président n'est pas tout puissant parce qu'il a laissé Voilà. quand même, il a sauvé un troisième Victor Museul. Voilà. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la relation entre l'auteur et le lecteur. J'ai toujours senti que le lecteur n'existe pas, tout simplement. Le lecteur devient. C'est avec l'auteur que toi, comme lecteur, es entraîné dans une aventure, dans un devenir. Et les vrais livres, c'est les livres qui t'aident à faire ça, qui t'aident à le faire et à le sentir en même temps, à sentir cette transformation qui arrive avec toi-même. Justement, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que votre roman est plein de références, d'intertextualité, il est impossible de ne pas penser au lecteur du livre L'Anomalie parce que quelquefois, il est mis en difficulté. Il y a tellement de références à des livres, à des situations, à des films. On ne peut pas tout connaître, je pense. On devine de temps en temps, comme c'était le cas du mathématicien qui a une insigne araignée que j'ai connue parce qu'il était simplement en Roumanie. Donc, et vous dites en même temps que vous n'étiez pas intéressé que le lecteur comprenne tout. C'est comme un livre qui peut être lu sans, en choisissant ce que tu peux choisir en fonction de... quelle est votre relation avec le lecteur? Qu'est-ce que c'est le lecteur pour vous pendant votre travail de rédaction? Alors, je n'ai pas toujours le même lecteur implicite, c'est-à-dire que selon le livre que j'écris, je ne m'imagine pas être lu par la même personne forcément. J'ai écrit un petit recueil de poésie qu'on peut appeler de la poésie curieuse et qui s'appelle Les opossums célèbres. C'est limité à... C'était pas prévu pour être lu par des gens de moins de 40 ans, par exemple, parce que les références sont des références qui sont des références historiques, mémorielles, qui sont des références qui sont faites pour être oubliées. Un peu comme, par exemple, Je me souviens de Pérec, qui est un livre qui ne peut pas être lu aujourd'hui sans que les gens sachent de quoi il est question. Donc, le lecteur de Pérec, qui est le lecteur qui peut lire Je me souviens, n'est pas un lecteur qui a 20 ans aujourd'hui. On ne comprend rien quand on a 20 ans et qu'on lit Je me souviens de Pérec. Donc, mon lecteur implicite pour l'anomalie, c'était tout le monde. C'était vraiment l'idée que je puisse être lu par aussi bien un thésard en littérature spécialiste de l'Oulipo et qui verrait dans le texte lui-même des références cachées, mais comme elles étaient cachées, ça pouvait être lu aussi par quelqu'un qui ne les verrait pas et qui trouverait le livre fluide, page turner, comme disent les Américains, puisque je jouais avec les codes des best-sellers américains, sans vouloir d'ailleurs pour autant faire systématiquement un best-seller, mais j'avais cette idée de jouer avec des codes qui m'amusaient. Et donc j'avais cette idée d'un lecteur implicite qui était un lecteur qui était une sorte de double de moi et qui aurait envie de lire le livre que j'étais en train d'écrire. Avec cette idée double de travailler sur l'idée donc de la duplication et puis l'idée du questionnement sur la réalité du monde. Et à partir de cette idée simple que je pensais que tout le monde était intéressé par la confrontation à soi-même et que tout le monde serait intéressé par l'idée d'un monde simulé dans lequel nous étions peut-être, j'ai construit un livre qui n'avait pas de vocation à être un livre savant, qui ne voulait pas être un livre expérimental et qui ne voulait pas non plus être un livre où je ferais l'impasse sur les questions littéraires. Je ne voulais pas pour autant faire un livre qui soit simplifié. Je voulais vraiment faire le livre que j'avais envie d'écrire et je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai vraiment
écrit pour un moi qui serait en dehors de moi, qui ne serait pas l'auteur du livre, mais qui prendrait plaisir à lire ce livre. Ce n'est pas forcément le cas des autres livres, parce que celui-là avait vraiment une vocation depuis le départ à être un livre dans lequel je m'amuserais à l'écrire. D'ailleurs, je l'ai écrit assez vite finalement. Je l'ai écrit en 1 an, ce qui est plus long que mes autres livres. Et parfois, il m'arrivait d'écrire 2 pages ou 3 pages dans la journée, ce qui pour moi est énorme. Donc, ce lecteur implicite, ça me paraissait être essentiel qu'il me ressemble. Mais ce qui me semble évident aussi, c'est que de toute façon, et je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, c'est que aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur. C'est pas possible. C'est une évidence que dans un travail comme l'écriture d'un livre, il y a d'abord différents auteurs qui opèrent, même si on est toujours le même, on n'est pas le même à différents moments, et donc il ne peut pas y avoir une coïncidence de lecture. Chacun voit une chose différente dans un livre. Je pense que pour un cinéaste, c'est pire, hein. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un roman qu'on a écrit, et au fond, si quelque chose nous déplaît, on peut encore revenir en arrière, changer des choses, pour arriver à un livre qui correspond un petit peu à ce qu'on voulait écrire. Mais on ne commence pas un livre en sachant à quoi il va ressembler. Donc il y a toujours une sorte de déplacement de l'intention vers un ouvrage final qui n'est pas nécessairement celui qu'on avait l'intention d'écrire. Et pour un cinéaste, c'est bien pire parce que sont intervenus des monteurs ou des monteuses, sont intervenus des chefs de la photographie, des gens qui ont pris le son. Donc, chacune des scènes est différente même de ce qu'on imaginait soi-même lorsqu'on a commencé à faire le film. Donc, c'est pire pour un cinéaste. Mais en l'occurrence, pour ce livre-là, je suis assez proche de ce que je voulais écrire au départ, mais je reste surpris du résultat final. C'est-à-dire, je ne voulais pas écrire ce livre-là au début, clairement. Mais je crois que c'est le propre de tous les livres. On n'écrit pas forcément le livre qu'on avait intention d'écrire au départ. Et c'est pour ça que la question que vous aviez, qui était de dire comment est-ce que ça se passe quand on regarde sa bibliothèque, ben, c'est exactement ça. Mais il se trouve que pour l'anomalie, ça m'est arrivé encore plus tôt que pour les autres. C'est-à-dire qu'en ayant fini le livre et en le voyant arriver, 6 mois après avoir remis la dernière copie, j'ai commencé à le relire, comme peut-être beaucoup d'auteurs. J'ai relu mon livre et je me suis étonné moi-même de ce que j'avais écrit. Pas forcément, c'était pas forcément un sentiment d'admiration, hein, c'est pas du tout un sentiment de satisfaction même. Hein. C'est un sentiment d'étonnement, c'est-à-dire de relecture étonnée. C'est-à-dire de voir comment ça tournait, comment ça fonctionnait, comment ça s'imbriquait. Je l'avais évidemment anticipé et fait pour ça, mais parfois il y avait des petits moments d'accrochage que je sentais à l'intérieur, mais qui ne me dérangeaient pas. Et il y a ce sentiment que peut-être chez beaucoup de lecteurs il y a. J'avais aussi prévu le livre pour qu'on puisse sauter des passages, parce que comme vous l'avez dit, il y a des moments où on peut un peu ne pas s'intéresser à tel sujet. La question religieuse, par exemple. Et les autres. Je suis sûr qu'il y a des lecteurs qui ne s'intéressent pas du tout à la question religieuse. Donc j'en ai fait un chapitre. La question, vraiment autonome, c'est-à-dire qu'on pouvait dire ce chapitre ne m'intéresse pas, je le saute. À la limite, j'aurais presque pu faire un livre dans lequel je pouvais mettre une table des matières à la fin, où je faisais l'histoire de Blake, l'histoire de Johanna, où on aurait pu suivre les histoires individuellement. C'était possible. C'est-à-dire pouvoir relire le livre uniquement à travers le biais de tel ou tel personnage, ne s'intéresser qu'à tel ou tel personnage. Ça me paraissait un peu expérimental, pour le coup. Et ça me paraissait rompre l'unité linéaire du livre. Et je ne voulais pas faire ça. Mais j'y ai pensé à un moment donné. Et parfois, on pense à d'autres choses. On se dit que tel chapitre va avec telle musique. Et donc, on a envie de mettre au début du chapitre, lire ce livre avec telle musique. Je ne l'ai pas fait non plus, mais c'est parfois des désirs qu'on a en fabriquant un livre, de se dire qu'il est mis sous le signe de telle musique.
Donc, pas seulement le lecteur, mais aussi l'auteur se laisse emporter par son livre. Oui, voilà. Et finalement, la beauté, c'est faire fonctionner toutes ces fissures ensemble, le mettre dans un système qui fonctionne, qui est beau. Pour moi, finalement, je pense aussi que le roman, c'est une très belle méditation sur la fragilité humaine. On a toujours su que l'être humain est fragile, mais il s'agit d'une fragilité actuelle. Toute cette interrogation sur la question qui suis-je? Est-ce que je suis un simulacre? Est-ce que les simulacres, la science va créer une armée des simulacres qui dévance l'humanité et qui prend la place des êtres humains? Lorsque j'ai lu le roman, j'ai souvent pensé à un philosophe français, Gilles Deleuze, qui proposait à un moment donné de remplacer la vérité comme catégorie de la philosophie avec la catégorie esthétique de l'intéressant. Il disait que c'est plus créer de l'insolite, c'est plus fort que suivre obsessionnellement la vérité. Donc, cette catégorie, cette idée d'intéressant m'a semblé tellement évidente tout en lisant ce roman qui est plusieurs romans et en même temps qui finalement donne un roman. Et quel roman qui te fait interroger longtemps après l'avoir fini. Mais à part l'intéressant, bien sûr, c'est un très beau livre et la beauté va dans plusieurs sens. Il y a une beauté de l'aphorisme, de l'expression, il y a une beauté de l'écho, le fait que je me reconnais, chacun se reconnaît d'une manière ou de l'autre, résonne dans la trame de l'action. Il y a aussi cette beauté du déracinement, le fait que le livre te met dans la situation à te questionner, ce qui est pas très peu de choses. Je voulais vous demander finalement, pour clore cette interview, quelle sorte de vérité poursuivez-vous dans vos livres? Est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce qu'il y a plusieurs, comme aurait pu dire Socrate? Et l'idée de vérité m'est venue aussi en connexion avec Toutes les familles sont heureuses, qui est un livre tellement fort. C'est un des romans autobiographiques les plus choquants et les plus forts que j'ai lus, qui est tellement parsemé de... Et l'idée de vérité est complexe parce que pour prendre Toutes les familles heureuses, même si c'est de la mémoire n'est qu'une recomposition des souvenirs, une sorte de fabrication. Il n'y a pas de... la mémoire n'est pas ni un enregistrement, ni une photographie. Donc, même si on est dans une quête de vérité, dans un roman autobiographique comme Toutes les familles heureuses, on sait très bien qu'on est dans une recherche d'authenticité et en tout cas de sincérité plus que de vérité elle-même. La catégorie de la vérité, pour moi, qui suis un ancien mathématicien et qui tient beaucoup à ce que cette idée de vérité existe, en dépit du théorème de Gödel et des réflexions de Russell sur la vérité, disons que ce qui m'intéresse, c'est le vrai. Donc, plutôt que la vérité, le vrai. Et dans cette notion du vrai, je pense que la science, elle occupe une part essentielle et qu'elle est là pour pour dissocier le vrai du faux et qu'elle passe son temps finalement dans sa démarche, dans une logique justement qui est une logique par itération, une logique par confrontation, une logique par même parfois par destruction d'une vérité antérieure, d'aller vers une description du monde de plus en plus vraie. Donc cette description, moi, elle m'intéresse. Et ce qui me semblait intéressant dans l'idée de la simulation et la question de savoir si nous sommes ou non des simulacres, c'est qu'au fond, quand bien même nous en serions, ça ne changerait rien. C'est ça qui m'intéressait. C'est de dire dans un livre que la question de savoir si nous sommes les personnages d'un énorme roman dans lequel les choses se déroulent ne change rien au fait que nous avons notre libre arbitre comme personnage et que nous avons notre propre autonomie comme avatar. C'est-à-dire que si nos actions sont effectivement des actions qui sont dans un monde virtuel, elles ont des conséquences réelles dans le monde virtuel. Nous pouvons polluer virtuellement une planète virtuelle, nous pouvons réchauffer virtuellement une atmosphère virtuelle, et nous pouvons tuer
virtuellement quelqu'un de virtuel, mais ça reste un meurtre. Et nous pouvons aimer virtuellement quelqu'un de virtuel, mais ça reste de l'amour. Et cette idée du questionnement sur le vrai, elle se retrouvait là, c'est-à-dire que la vérité pour un algorithme, même un algorithme très complexe comme le nôtre, ça reste la vérité. C'est-à-dire que dans son petit monde entièrement virtuel, tous les éléments, toutes les lois physiques continuent à s'appliquer. Et j'aimais bien cette idée-là. Et dans les romans, il y a une phrase de Flaubert que je trouve absolument formidable. Je crois que c'est dans une lettre à Louise Collet. Il dit « Tout ce qui est inventé est vrai ». Et cette idée me paraît extrêmement forte, c'est-à-dire que notre rapport au monde est un rapport très parcellaire. Nous sommes limités par la bande passante de nos yeux, de nos oreilles, de notre peau. Nous avons un accès très limité à l'univers, très très limité. Nous sommes en plus pris dans un moment très fini, c'est-à-dire que nous allons vivre entre 70 et 100 ans, et parfois moins pour certains. Mais dans ce moment de finitude, avec une limitation considérable de nos sens, nous sommes amenés à reconstruire en permanence du vrai. Et c'est la seule façon pour survivre. Et c'est finalement ce qui m'intéresse comme parallélisme entre nos vies et la vie des personnages que nous créons. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, j'ai toujours l'impression, lorsque je crée un personnage, de lui créer de la vérité. Mais lorsque je le crée, je me dis que si je le dote, si je lui attribue trop de caractéristiques, j'ôte de la vérité pour le lecteur. Donc je suis toujours entre deux, c'est-à-dire laisser de la liberté au lecteur pour qu'il crée de la vérité autour du personnage, pour qu'il soit plus fort que si moi je le créais moi-même. Et je pense que ça, c'est une préoccupation d'auteur, c'est savoir jusqu'à quel moment on doit s'arrêter dans une description pour laisser de la place pour qu'elle existe véritablement pour le lecteur, et à quel moment on va trop loin et où à ce moment-là on projette une idée qui deviendra fausse et avec laquelle donc la fausseté va s'opposer à la vérité du lecteur. Et j'ai toujours cette idée en tête dans l'écriture d'un livre qui est cet aller-retour entre le vrai du livre et le faux de la fiction. Et pourtant, il y a de la vérité dans tous les romans. Et c'est cette vérité des romans qu'on essaie toujours de toucher. On essaie de voir comment ça peut s'harmoniser avec la vérité du monde. Je suis toujours pris entre ces deux notions-là. Et plus ça va d'ailleurs, plus j'ai tendance à laisser de la liberté au lecteur. Auparavant, j'étais, comme jeune auteur, préoccupé par l'idée de la véracité des personnages pour moi. Alors qu'en fait, la question, c'est celle de la véracité des personnages pour le lecteur. Et ça crée des différences considérables au niveau du processus narratif. Et de ce point de vue-là, j'ai changé en 30 ans. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à C'est une vous. discussion extraordinaire qui pourrait continuer à l'infini. J'espère bien qu'on aura l'occasion de parler J'espère aussi. d'autres fois, à d'autres places, à propos du même livre ou d'autres. Merci beaucoup d'être ici et bonne chance pour votre écriture. Merci beaucoup. À bientôt.